Yap les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler biathlon parce que ce week-end avait lieu la dernière étape de Coupe du Monde avant les Jeux Olympiques de Pékin qui débuteront dans moins de 10 jours maintenant. Tout ce beau monde était réuni du côté d'Antolz-Anterselva, lieu mythique de la Coupe du Monde bien évidemment et qui a pour habitude ces dernières années de clôturer le mois de janvier. Du beau monde était présent du côté de l'Italie puisqu'on notait le retour de l'équipe A de Norvège qui avait fait l'impasse la semaine dernière du côté de Ruhpolding à l'exception de Thierry Lekhoff et de Marte Olsbu-Reuseland, leader du classement général chez les femmes, qui a fait l'impasse cette semaine du côté d'Antolz-Anterselva pour mieux préparer les Jeux Olympiques. Mais on notait quand même le retour des frères Beau, de Velte Chachat Christiansen, ancien vainqueur de Coupe du Monde cette année et bien sûr ancien porteur du maillot jaune, et bien sûr le retour de Sturla Laegred qui faisait office de favori pour la première épreuve individuelle du week-end. Une épreuve donc format individuel 20 km, épreuve à 4 tirs, chaque balle manquait un tour de pénalité ou plutôt une minute de pénalité, excusez-moi, sur la Laegred qui avait remporté la première individuelle de la saison à Östersund sur l'étape d'ouverture, sur la manche d'ouverture et qui avait revêti bien évidemment grâce à cette victoire sur ce format-là le maillot jaune de leader. En revanche, on notait l'absence des Suédois et des Suédoises à l'exception de Mona Brorsson qui voulait impérativement valider, si besoin encore en était, sa place pour les Jeux Olympiques. Elle a fait donc le déplacement en Antolz-Anterselva et grand bien lui en a fait puisqu'elle a réalisé une superbe performance sur l'individuel, mais bien évidemment on notait l'absence chez les hommes de Sebastian Samuelsson, deuxième du général avant le début donc des compétitions à Antolz-Anterselva, et l'absence bien évidemment de Stina Nilsson, ancienne championne olympique de sprint, si je dis pas de bêtises c'était à Pyeongchang en 2018, et bien évidemment les Søreberg n'étaient pas présentes également, ce qui a bien sûr rabattu les cartes cette semaine pour des victoires notamment françaises, puisque on va pas se spoiler le résultat plus que ça. Il y a eu un super tir groupé français, notamment sur l'individuel et par des filles qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, sur un format comme celui-ci qui exige des performances chirurgicales, notamment sur le pas de tir. On va donc s'intéresser à ce week-end d'Antolz-Anterselva composé de 2 épreuves individuelles et d'une épreuve par équipe, puisqu'au programme, les individuelles féminines et masculines, les masters bien évidemment féminines et masculines, la course des reines et la course des rois, entrecoupées bien évidemment de relais par sexe. Bref, un week-end chargé en termes de compétition, et pour certains, ça a été très compliqué d'enchaîner, on en reparlera, mais on va d'abord s'intéresser à la première course qui donc a ouvert les hostilités du côté d'Antolz-Anterselva, à savoir l'individuel masculine. Et oui, pour une fois, ce sont ces bons hommes qui ont débuté les hostilités, qui ont été les premiers finalement à partir et à s'élancer sur cette piste. On oublie complètement la galanterie du côté de l'IBU et la victoire est revenue à Anton Babikov. Et oui, un russe. C'est vrai, quand on parle de l'individuel, on s'intéresse forcément aux Russes. On les coche toujours, ces Russes, parce qu'on sait que l'école du tir russe est extraordinaire et qu'ils arrivent toujours, malgré tout, peu importe les conditions, à placer sur ce genre de course, en temps normal, un athlète dans les premières positions. Et Anton Babikov, a réalisé ce qu'il faut réaliser sur une individuelle, c'est-à-dire un carton plein, un 20 sur 20 pour aller s'imposer au nez et à la barbe de Tarjei Bø, qui revenait très en forme. D'ailleurs, tous les Norvégiens étaient très en forme. Derrière la carabine, surtout sur les skis, derrière la carabine un petit peu moins, mais en tout cas, sur les skis, ça envoyait du très lourd, notamment du côté de Johannes Bø. Johannes Bø qui va mourir au pied du podium. Johannes Bø qui a été auteur seulement d'un petit 17 sur 20, alors que son frère, lui, qui termine deuxième, a été auteur d'un 18 sur 20, on le sait. Une balle de perdu sur une individuelle, c'est une minute de pénalité, donc autant te dire que quand tu en rates une, c'est assez compliqué. Oui, très compliqué, parce que tu recules très vite dans la hiérarchie. Mais c'est vrai que cette balle manquée, cette balle de trop de Johannes Bø, ça a fait le bonheur de Saïd Khalili, un autre russe, comme son nom ne l'indique pas, qui va chercher avec un beau 19 sur 20, une belle 3e place, et je suis content de voir des tireurs récompensés. Babikov qui fait un sans faute, ça récompense le travail de l'individuel, et on le dit, ce format individuel qui est l'épreuve historique du biathlon. Et d'ailleurs, je suis bien déçu qu'il y ait seulement 2 individuels cette année en Coupe du Monde. C'était la dernière cette année à Antolz-Anterselva. C'est un petit peu dommage d'en faire aussi peu, sachant que c'est l'épreuve historique du biathlon. Et surtout, c'est encore plus ridicule d'accorder un globe de cristal, un petit globe de cristal pour 2 épreuves de Coupe du Monde sur une seule spécialité. Voilà, c'est dommage. L'IBU a décidé d'en faire autrement, mais je pense qu'on devrait au moins se réserver 3 courses individuelles dans la saison, histoire que le petit globe de cristal ait quand même une saveur et que ça soit mérité. Parce que là, on a un peu l'impression que c'est un peu la loterie sur 2 épreuves seulement. Donc j'aurais bien aimé qu'on en ait une 3e. En tout cas, personne ne va pouvoir
être déçus du côté du podium, que ce soit pour Babikov ou pour Khalidi. Je pense que les deux Russes sont très heureux sur cette deuxième et dernière individuelle d'avoir pris des points et d'être allés chercher respectivement un podium et une victoire. En revanche, certains vont être déçus, notamment les Français, et le premier d'entre eux, ça va être Quentin Fillon-Maillet, qui, avec un 15/20 au tir, va chercher une 20e place. Oui, toujours très en forme en ski, hein, Quentin Fillon-Maillet, il envoie du bois, il est très très proche au niveau des temps de ski d'un Johannes Beu sur 20 km. Malheureusement, derrière les carabines, eh bien c'est un petit peu compliqué. On a retrouvé les vieux démons de Quentin Fillon-Maillet, notamment au coucher, du mal à mettre les balles, et forcément, quand vous ratez des balles sur une individuelle, vous reculez très très vite. Quentin Fillon-Maillet qui s'est confié au micro de l'équipe en disant qu'il y avait quand même une fatigue, une lassitude mentale, ce qu'on peut comprendre après une saison éprouvante, une première partie de saison éprouvante. Il y a 7 manches de Coupe du Monde sur les 10 qui se sont disputés, il y a beaucoup de pression, il fait toutes les courses, il est leader du général, c'est une pression qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaissait pas avant ce début d'année, donc forcément on peut penser et justifier le fait que la fatigue mentale fasse faire des fautes et surtout eh bien, pénalise Quentin Fillon-Maillet sur une course où le tir est prépondérant. Au niveau des autres Français, on note quand même la très belle 6e place de Simon Détieux, la 8e place de Fabien Claude. Les deux sont à 17/20. En revanche, on va noter la 10e place d'Emilien Jacquelin, qui, auteur d'un 18/20, termine derrière ses compatriotes qui, pourtant, font une faute de plus et ont vu une minute de plus se rajouter à leur chrono. Emilien Jacquelin, complètement lessivé physiquement, qui finalement fera la passe sur le relais, fera également la passe sur la mass start. Je pense que si on avait été assez intelligent du côté du staff, on aurait peut-être fait l'impasse du côté de l'individuel pour Emilien Jacquelin et peut-être le mettre sur la mass start, sachant qu'il était quand même dossard rouge et donc à ce moment-là leader de la spécialité. C'est un petit peu dommage, je pense qu'on a mal joué notre coup, mais encore une fois ça peut arriver de temps en temps. Au niveau des filles, parce qu'on va quand même en parler des filles, je vous parlais des tirs groupés des Français, et oui on va quand même s'y intéresser. Bah oui, il y a eu un doublé de Justine et de Julia, ouais, Julia Simon, Justine Bressaz qui respectivement font 2e et 1re de l'individuel. C'est assez impressionnant, on pensait pas, je pensais avoir tout vu, mais là non, pas du tout en fait. C'est comme quoi il faut s'attendre à tout en biathlon. Des filles qui sont moins à l'aise au tir, qui sont pas très régulières, parce que Julia Simon, même si elle est un peu plus régulière qu'en début de saison sur le tir, on sait que c'est quand même pas leur force principale. Leur force principale, c'est le ski. À Justine et à Julia, et les voir capables de faire 1 et 2 sur une individuelle en Coupe du Monde, à quelques semaines des Jeux Olympiques, même pas quelques dizaines de jours des Jeux Olympiques, c'est tout bon. On espère bien évidemment qu'elles arriveront à faire la même chose au jeu, hein, à faire 1 et 2 sur le podium de l'individuel aux Jeux Olympiques. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, mais je suis très heureux et très surpris de voir Justine et Julia capables de faire des scores très honorable derrière la carabine pour aller chercher une individuelle. Justine, qui est auteur d'un 19/20, va chercher la victoire, sa 2e victoire en individuel. Elle avait gagné l'individuel d'Östersund en 2019 et elle recommence à Antalya-Terselva 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard même, que dis-je, pour aller chercher un nouveau succès en individuel. Son seul succès, en dehors des formats individuels, c'est la Master du Grand Bornand en 2017. Autant vous dire que Justine Bressaz, qui n'est pas une tireuse née, eh bien arrive sur certaines individuelles à tirer son épingle du jeu, et en nous sortant un 19/20, arrive à aller chercher la victoire. Julia Simon, auteur d'un 18/20, doit se contenter de la 2e place. Mona Brorson, je vous en parlais, Mona Brorson qui elle va chercher un beau 18/20, elle a eu raison de faire le déplacement du côté d'Antalya-Terselva, et là clairement elle va prendre des points au niveau de la Coupe du Monde parce qu'elle ne lâche pas le général, et en plus elle va encore une fois valider, si encore besoin en était, sa place pour les Jeux Olympiques. À noter le super retour en forme de Dorothée Avireur qui termine 5e avec un bon petit 17/20, même s'il y en avait une de trop pour aller jouer le podium. Au niveau des autres Françaises, que ce soit Anaïs Bescon ou finalement Chloé Chevalier, c'est un petit peu plus loin. Paula Bottet, qui est auteur d'un 19/20, même score que Justine Bressaz, termine 40e. Et oui, des temps de ski qui ne sont clairement pas au rendez-vous. Alors je pense qu'elle était un petit peu malade, un petit peu prise. On a entendu à l'interview qu'elle parlait un petit peu du lait, donc peut-être qu'elle était pas forcément bien sur les skis. Elle termine à 5 minutes 18 donc de Justine Bressaz. Autant te dire qu'avec un 19/20, ça veut dire qu'elle prend plus de 5 minutes sur Justine sur un 20 km, ce qui est quand même loin d'être une performance extraordinaire, on va pas se le cacher. Alors certes, elle était un petit peu moins bien sur cette course que sur le relais, où elle a fait un dernier tour assez incroyable pour son niveau, en ne perdant pratiquement pas de temps, même en reprenant du temps sur sa dernière boucle, mais quand même, va peut-être falloir commencer à forcer sur le ski, parce qu'encore une fois, on a une athlète qui est un peu différente des athlètes qu'on a en ce moment dans l'équipe de France, c'est-à-dire qu'on a une athlète qui tire, mais une athlète qui ne skie pas. C'est vrai que d'habitude, on travaille beaucoup le tir pour Justine, pour Julia, pour Anaïs, pour Chloé, pour voilà, tout l'ensemble de l'équipe de France, parce que c'est plus des skieuses que des tireuses, quoique Anaïs Chevalier
et Anaïs Bescon, à la base, c'est plus des tireuses que des fondeuses. Mais c'est vrai que là, il va peut-être falloir mettre l'accent pour Paula Bottet sur le ski plutôt que sur le tir, parce que le tir, c'est bien en place. C'est clair, c'est précis. D'ailleurs, beaucoup de filles de l'équipe de France doivent s'inspirer de ce que fait Paula Bottet sur le tir. En revanche, Paula Bottet doit vraiment s'inspirer de ce que font des Justine Bressaz et des Julia Simon sur la piste, parce que 5 minutes 18, même si t'es encore neuve en Coupe du Monde, c'est juste pas possible. Clairement, faut se le dire, c'est juste pas possible. Au niveau des poursuites, parce que des poursuites, n'importe quoi, des mass start, que dis-je, on va quand même s'y intéresser, on va pas parler des relais, hein, on termine au pied du podium pour les mecs, sur le podium, juste en 3e position pour les femmes, avec Anaïs Bescon qui va battre Federica Sanfilippo au sprint pour aller chercher la médaille de bronze de cette épreuve de Coupe du Monde. À Hotels d'Intercellent, on va tout de suite rentrer sur les Mastart, la course des rois et la course des reines. Les premiers, bien évidemment, à refouler la piste pour les Mastart, ce sont les hommes. Et il y a eu une énorme surprise, signée Benedict Doll. Benedict Doll qu'on avait déjà vu en forme, bien évidemment, sur le sprint de Ruhpolding, où il avait terminé 2e, juste derrière Quentin Fillon-Maillet à 7 ou 8 secondes. Bref, tout proche, tout près. Et Benedict Doll va s'offrir son 2e podium en Coupe du Monde cette année, sa première victoire au nez et à la barbe d'un Johannes Beu, Benedict Doll qui va chercher un magnifique 19 sur 20, lui qui est friable au tir, notamment sur le tir debout et sur les derniers tirs, parce que trop de pression, et bien là, il a réussi à aller chercher un 19 sur 20, à poser son tir et à aller souffler la victoire à Johannes Beu, qui pourtant est arrivé en tête sur le pas de tir au moment du dernier tir. Malheureusement, il en sort une de trop, encore une fois hauteur d'un 17 sur 20, c'est une balle de trop pour aller gagner, et donc il doit s'incliner, Johannes Beu qui n'a pas forcé derrière, outre mesure, voyant qu'il ne pourrait pas revenir sur Benedict Doll. Le podium va être complété par Sturla Laigrid, qui lui aussi a fait quand même quelques déchets du côté du pas de tir, avec seulement un 17 sur 20. Antonin Guigona, que j'attendais, je voulais impérativement, après voilà, ses performances un petit peu moyennes, le fait également que sa place en tant que titulaire aux Jeux Olympiques était joué, parce que très clairement il ne sera pas titulaire, ça sera Fabien Claude qui prendra la place de 4e homme, Antonin Guigona aura une place de remplaçant. Éventuellement il pourra peut-être bien évidemment participer à la Mastart, mais on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va chercher une belle 4e place au pied du podium, hauteur d'un bon 18 sur 20. Ça va faire du bien à la confiance d'Antonin Guigona, qui notamment sur le pas de tir était quand même un petit peu en délicatesse ces dernières semaines. Quentin Fillon-Maillet, 2e français de la course, termine 8e, hauteur pourtant d'un 14 sur 20. Quentin Fillon-Maillet qui au ski va s'arracher. Il était temps que Quentin Fillon-Maillet puisse se reposer, prendre une petite dizaine de jours pour lui, avec sa famille, sa compagne, histoire de se ressourcer. C'était une première partie de saison et 2 premiers tiers de saison très riches en émotions, en victoire et surtout en pression. Donc c'est vrai que voilà, je pense que Quentin Fillon-Maillet, ça va lui faire du bien. Il sera content de terminer sur une belle 8e place, ça c'est évident. Surtout qu'au classement général de la Coupe du Monde, il conserve bien évidemment les rênes avec 636 points au compteur, 135 de plus qu'Emilien Jacquelin, qui est 2e bien évidemment de la Coupe du Monde, malgré le fait qu'il s'est fait l'impasse du côté de la Mastart. Tarjei-Beu remonte sur le podium, Jart Sebastian Samuelsson bien évidemment de ce podium provisoire, puisque Sebastian Samuelsson n'était pas présent. Johannes Beu, pour parler bien évidemment du frère de Tarjei, est 5e à 196 points bien évidemment donc de Quentin Fillon-Maillet, c'est-à-dire un gouffre. On imagine qu'il n'arrivera pas à reprendre autant de points à Quentin Fillon-Maillet, à part impasse dû au Covid ou aux blessures éventuelles de Quentin Fillon-Maillet, ce qu'on ne souhaite pas. Côté bien évidemment tricolore, 9e place de Simon Détieux au classement général, 12e place pour Fabien Claude, et Antonin Guigona, auteur d'une superbe Mastart, et cette 4e place sur la course des rois, revient en 20e position. Ça y est, on a nos 5 Français dans le top 20, ce qui est quand même plutôt, on va pas se le cacher, une bonne chose. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. En parlant de bonnes choses, on va parler du retour victorieux, du retour au premier plan de Dorothea Virer. Dorothea Virer qui était un petit peu en délicatesse ces dernières semaines, même si la semaine dernière du côté de Ruhpolding, on a senti une montée en puissance avant les Jeux Olympiques et surtout avant Antols Anterselva, du Mira surtout. Bref, les deux choses sont importantes pour une Italienne quand on veut arriver en forme pour sa dernière étape de Coupe du Monde, et puis également pour les Jeux, qui sera certainement son dernier gros objectif en carrière, parce qu'on imagine quand même que Dorothea Virer va s'arrêter à la fin de la saison. On sait qu'elle a quand même d'autres projets, qu'elle aime la mode, qu'elle a aussi envie de fonder une famille, en tout cas c'est ce qu'elle nous a plus ou moins expliqué dans pas mal d'interviews, donc on imagine que ça sera sa dernière saison, et je pense qu'elle avait à cœur de monter crescendo pour arriver en forme à Antols Anterselva, et aussi pour ce dernier Jeux Olympiques, dernier gros objectif en carrière. Dorothea Virer qui va chercher la victoire avec un 18 sur 20 dans un dernier tour
complètement fou puisque Dorothea Virer est ressortie avec Dinara Limbekava. Dinara Limbekava qui était un petit peu plus loin, mais surtout celle qui ressort en tête, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui avait fait l'impasse du côté de l'individuel. Et ouais, elle a préféré un petit peu se reposer. Enfin, se reposer, c'était un choix stratégique de ne pas faire l'individuel pour travailler le foncier et pour bien évidemment avoir une meilleure forme du côté des Jeux Olympiques. Elle savait qu'elle allait être arrivée fatiguée sur la Mastart parce que c'est pas mal entraîné, malgré l'impasse qu'elle a fait sur l'individuel. Et forcément, cette charge de travail, ce travail foncier, eh bien, lui a coûté forcément dans le dernier tour, pourtant hauteur d'un 19 sur 20, c'est-à-dire aussi bien que Dinara Limbekava et une balle de moins ratée que Dorothea Virer. Malheureusement, Anaïs Bescon, malgré cette balle de moins ratée que Dorothea Virer et malgré le fait qu'elle soit ressortie avec quelques secondes d'avance sur l'italienne, elle n'a pas réussi à résister à l'italienne et à la Bélarusse. Dorothea Virer, assez impressionnante dans le dernier tour, qui a lâché Dinara Limbekava. Certes, les Bélarusses, notamment à la Sola, sont un petit peu moins bien. Dinara Limbekava tient un peu plus la baraque, mais quand même, c'est vrai que c'est quand même une performance assez intéressante de voir Dorothea Virer à nouveau capable de faire un dernier tour assez impressionnant et surtout de s'offrir la première victoire de sa saison, juste devant donc la leader de l'équipe de Bélarussie, Dinara Limbekava, et Anaïs Chevalier-Boucher qui retrouve le podium. Justine Brezaz, auteur d'un 16 sur 20, termine 5e, encore une fois une bombe atomique sur les skis. Elle a lâché, enrhumé Thierry Lecoff dans la dernière boucle, et Julia Simon qui va chercher une 10e place, auteur d'un 17 sur 20. Julia Simon qui était à un moment donné dans les skis de Justine, malheureusement ça allait un petit peu trop vite. Justine qui est dans une forme incroyable, on espère qu'elle n'arrive pas en forme trop tôt, qu'elle conservera ce niveau à ski pour les Jeux Olympiques, parce que franchement, elle va faire concurrence à Anna Heuberg, ou plutôt à Elvira Heuberg, qui, je rappelle, est clairement l'une des plus fortes, voire la plus forte sur toutes les courses en termes de temps de ski depuis le début de la saison. Donc, autant te dire que ça serait assez intéressant pour Justine Brezaz de conserver cette forme-là, bien évidemment, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques. Côté classement général, Marthe Osborne-Heuseland, qui n'était pas présente, toujours 651 points donc au compteur, devant Dinara Limbekava qui a passé devant Anna Heuberg, ou plutôt devant Elvira Heuberg, excusez-moi, en l'absence de cette dernière, qui donc revient à 62 points de Marthe Osborne-Heuseland. Elvira Heuberg est donc toujours 3e à 88 points, Justine Brezaz est 7e, Anaïs Chevalier, excusez-moi, est 9e, Anaïs Bescon 10e, Julia 12e. Bref, autant vous dire que le tir groupé français est toujours là. Elles ne peuvent plus rien espérer en termes de classement général parce qu'elles ne peuvent plus revenir sur Mathéusbourg-Heuseland. En revanche, on peut toujours espérer les voir continuer à faire des courses de ce niveau-là sur les prochaines étapes de Coupe du Monde. Pourquoi pas sécuriser une place dans les 10 pour Justine, pour Nanas, pour Anaïs et pour, bien évidemment, Julia. C'est possible de mettre les 4 Françaises dans le top 10, on espère que ça sera possible, on espère qu'elles vont le réaliser, et puis bien évidemment, on continue du côté de Marthe Osborne-Heuseland à rester en tête, bien évidemment, de cette Coupe du Monde, Marthe Osborne-Heuseland qui ne perd pas de points sur sa principale concurrente, qui est Elvira Heuberg, puisque comme elle, Elvira Heuberg a fait l'impasse, et je vous rappelle également, pour tous ceux qui se posent la question, les points en Coupe du Monde, enfin plutôt les épreuves de Jeux Olympiques, comptent comme une victoire au podium en Coupe du Monde, mais ne rapporte pas de points Coupe du Monde. Donc autant vous dire que le classement général, tout le monde va être tranquille, personne n'aura ça en tête, il n'y aura que la médaille et le titre olympique qui comptera là-bas. N'hésitez pas dans les commentaires, bien évidemment, à me faire part de ce que vous avez pensé de ce week-end dans Antoine Selva, me dire en commentaire également ce que vous avez pensé de ces vidéos, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires critiques et bien sûr de les prendre en considération. Sur ce, si la vidéo vous a plu, si le contenu de manière générale sur cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, à savoir le like, l'abonnement et l'activation de la cloche pour ne manquer aucune notification sur la chaîne et être prévenu en temps et en heure quand une vidéo sort sur la chaîne et sur cette plateforme YouTube. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.